Bonjour Pauline. Bonjour Fanny. Alors, ça fait maintenant quelques fois que tu nous as fait partager la création d'Elijah Mon Amour. Finalement, on voulait savoir comment était née l'idée de cette pièce. Est-ce que tu peux nous raconter la création d'Elijah Mon Amour? Oui. Elijah Mon Amour, en fait, c'est ma réponse à des situations de communication violente que j'ai vécues un peu de manière simultanée, autant dans la sphère familiale que professionnelle et qu'amicale. Et en fait, j'ai réalisé que quand il y a une situation de communication violente, c'est en réalité parce que le prisme à travers lequel on envisage les mots et le sens et la signification qu'on leur donne est perçu de manière différente par deux individus. Les mots peuvent être utilisés en étant vidés de leur sens, donc ce sont des mots qui mentent, des mots qui trichent, des mots qui dénoncent, des mots qui accablent. Et là, le mot peut devenir un instrument de destruction, de persécution. Et le mot peut vraiment être employé comme une arme. Les mots peuvent être utilisés aussi comme des instruments de séduction et comme des instruments de manipulation. Et donc dès qu'il y a un décalage entre deux personnes, ça induit de fait une situation de communication violente. Alors ça peut démarrer de choses extrêmement simples qu'on connaît tous dans le quotidien. Et j'imagine que tu as pu observer dans la rue, par exemple, des mamans avec leurs enfants s'exprimer de manière très violente. Ça va être « Allez, dépêche-toi » ou alors à la maison, ça va être « Allez, va mettre ton pyjama, il est tard », etc. En fait, si tu prends 3 secondes de plus pour être dans la patience, pour être dans le calme, pour être dans plus d'empathie, plus de bienveillance, etc., tu vas valoriser ton enfant, donc on peut l'étendre à ton interlocuteur en général, en lui donnant une consigne avec autant de fermeté, mais beaucoup plus de douceur dans les mots. Tu vas dire, tiens mon amour, est-ce que tu peux aller mettre ton petit pyjama bleu qui te va tellement bien? Et tu verras que du coup l'impact de cette phrase-là sur ton enfant sera complètement différent, parce qu'il va exécuter la consigne, et en plus il va l'exécuter en répondant sur la même fréquence vibratoire que la tienne, on va dire. Donc il n'y aura pas de colère, il n'y aura pas de... il va simplement répondre à l'engagement que tu lui as demandé, et il va le faire bien. Et alors évidemment, c'est compliqué à mettre en pratique tout le temps, parce qu'on peut tous avoir des moments de fatigue, des moments de déviance, etc. Mais je pense que c'est un exercice aussi qu'on peut tous faire et qu'on peut essayer de mettre en œuvre tout le temps. Parce que finalement, c'est pas si compliqué que ça demande un tout petit effort, une toute petite éducation. Et ça évite la plupart du temps des situations de communication violente, justement. Parce qu'au-delà du ton, il y a aussi la manière dont on emploie les mots, la manière dont on les pose. Et ça demande l'effort d'être vraiment en phase avec les mots. Parce que, encore une fois, les mots peuvent être mal utilisés. Et donc la pièce aussi parle beaucoup de la folie, parce que ce sont des choses que j'ai entendues, ce sont des insultes qui sont très... Enfin, une insulte qui est très commune et très souvent utilisée, c'est « Tiens, mais t'es folle, t'es complètement folle ». Et en réalité, je trouve que cette phrase-là, cette phrase de 3 mots, elle est extrêmement destructrice. Et moi, je l'ai déjà entendue à mon endroit, et je me suis beaucoup interrogée finalement sur la signification de cette phrase-là. Parce que quand on prend un dictionnaire, on va avoir une définition de la folie qui correspond plus à un état d'être pathologique. Donc ça, c'est assez facile de comprendre. Ça va être la schizophrénie, ça va être une névrose obsessionnelle, ça va être... Mais en réalité, quelqu'un qui dit « tu es fou », ça veut dire que simplement son champ émotionnel n'entre pas en relation avec le tien. Et là, du coup, la communication va s'établir entre deux névroses ou entre deux pathologies. Alors que si on enlève ce jugement-là, qui est un jugement d'ailleurs très perfide et assez pernicieux, parce qu'il ne laisse pas de place à la différence de l'autre, on est dans des relations beaucoup plus douces et beaucoup plus calmes. Alors ça demande effectivement de l'empathie, parce qu'il faut accueillir la différence de l'autre, mais c'est un mode de fonctionnement auquel on n'est pas si habitué que ça, et c'est tellement simple de dire à l'autre, ta grille de lecture, je n'y ai pas accès, donc tu es folle. Et du coup, est-ce que c'est autobiographique? Alors, c'est pas aussi simple que ça, mais j'imagine qu'on ne parle bien que des situations que l'on connaît bien. Et donc des situations de communication violente, j'en ai connu certaines, qui sont venues s'adosser à des situations antérieures de trahison ou de violence, qui n'avaient pas été identifiées comme telles,
Et donc récemment, j'ai vécu plusieurs situations qui sont venues réveiller des mémoires antérieures, des mémoires émotionnelles, psychiques, physiques, etc. Et tout ça s'est réveillé. Et c'est cette matière-là qui a donné lieu à cette création en réalité. Tu nous parlais de la folie. Quelle en est ta définition? Alors, si je prends le dictionnaire va tout de suite nous emmener dans une définition de la folie psychiatrique parce qu'on parle de dérèglement mental. Donner des signes de folie, avoir la folie de la persécution, caractère de ce qui échappe au contrôle de la raison, du bon sens. Donc là, on est dans une définition médicale de pathologie identifiée qui nécessite un traitement médicamenteux. Et en réalité, la folie dont je parle, c'est pas du tout celle-ci, c'est la folie dont on est tous porteurs, qui peut tous nous habiter à des moments différents, qui peut être déclenchée par des situations différentes. Donc c'est une folie qui est beaucoup plus... qui devrait être beaucoup plus permise, mais en réalité, il y a vraiment des freins d'image, des freins de code, des freins... parce que la société est faite d'une telle manière qu'il n'y a pas beaucoup de place pour ce qu'on appelle les expressions marginales, ou les expressions déviantes, ou les expressions excessives, qui sont en fait simplement l'expression d'une émotion exacerbée, on va dire. Et donc ça peut donner lieu à des expressions de folie, dans le cas par exemple d'un duo inégalitaire, d'un binôme inégalitaire, c'est plus juste, où l'un va prendre l'ascendant sur l'autre et va se servir des mots pour le manipuler. Et j'ai l'impression que plus on connaît l'intimité émotionnelle de la personne, plus on connaît son âme et son cerveau, c'est très simple d'utiliser le mot comme un instrument de destruction et de manipulation. Est-ce que tu as d'autres projets de création? Oui, alors Elijah Mon Amour, c'était une pièce très chronophage, très, très dure, qui a été compliquée à réaliser. Et donc après, j'avais envie de beaucoup de douceur, d'une pièce qui vienne contrebalancer toutes ces choses-là. Et en fait, j'ai un projet qui s'appelle Le goût des lèvres de ma mère, qui traite de tous les tabous qui sont occultés de génération en génération à l'intérieur du groupe des femmes. Ça peut être l'adultère, les difficultés à rentrer dans la maternité, etc. Et ça, j'ai observé autour de moi, quand moi j'ai eu mes enfants, par exemple, j'en ai un peu voulu à toutes les femmes de ma famille, ma grand-mère, ma mère, mes tantes, etc. J'ai eu l'impression que il y avait une espèce d'évidence à devenir mère, et au fait, cette évidence-là m'a complètement échappé. Ça n'a pas été quelque chose d'aussi simple que ça. Et en questionnant après mes amies, les femmes de ma famille, j'ai réalisé à quel point elles aussi avaient des difficultés, parfois pour apprivoiser leurs enfants, mais ce sont des choses dont on ne parle pas. Et donc la prochaine pièce sera axée là-dessus, sur encore la parole qui est déviante, ou la parole qui en réalité n'est pas dite. Voilà. Elijah.